Je suis allé à l'aéroport pour chercher mon riche frère. Mais je me suis figé quand j'ai vu mon fiancé embrasser ma meilleure amie en plein milieu du terminal. Mon frère m'a serré l'épaule et a dit froidement, « Petite sœur, ne pleure pas. Demain, ils auront tout perdu. » J'ai laissé tomber mon café en plein milieu de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle quand j'ai vu mon fiancé embrasser ma meilleure amie. Le gobelet en carton a heurté le sol poli dans une éclaboussure. Le café chaud a imbibé mes chaussures, mais je l'ai à peine remarqué. Pendant une seconde, j'ai honnêtement cru que mes yeux me jouaient des tours. C'était obligé. L'homme debout près du carrousel à bagages ressemblait exactement à Grégoire Martin, mon fiancé depuis 3 ans. La femme dans ses bras ressemblait exactement à Chloé Morin, mon amie la plus proche depuis plus de 2 décennies. Mais Grégoire était censé être à Lyon. C'est du moins ce qu'il m'avait dit. Et Chloé m'avait dit qu'elle passait le week-end à rendre visite à sa sœur à Marseille. Pourtant, ils étaient là, enlacés, s'embrassant comme s'ils n'avaient aucun souci au monde. Pendant ce temps, je me tenais à 6 mètres de là, tenant une pancarte en carton qui disait « Bienvenue à la maison, Romain ». Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus penser. Je fixais la scène, hébété. L'aéroport autour de moi continuait de s'animer. Des familles se retrouvaient. Des valises roulaient sur le sol. Un petit garçon passa en courant, tenant un dinosaure en peluche, mais tout autour de moi semblait étrangement silencieux. La seule chose que je pouvais voir était la main de Grégoire posée sur le dos de Chloé. La même main qui avait tenu la mienne lorsque nous visitions des lieux de mariage 3 jours plus tôt. Je devais ressembler à une statue, car quelqu'un m'a bousculé. « Pardon, madame. » Je n'ai même pas répondu. Puis j'ai entendu une voix familière derrière moi. « Léa. » Je me suis retourné. Mon grand frère, Romain, était là, grand comme toujours, cheveux grisonnants, veste de sport bleu marine, la même expression calme qu'il avait eue toute sa vie. Je ne l'avais pas vu depuis près de 8 mois. Normalement, je l'aurais serré dans mes bras immédiatement. Au lieu de ça, j'ai pointé du doigt Grégoire et Chloé. « Regarde. » Romain a suivi mon doigt. Ses yeux se sont plissés. Pendant plusieurs secondes, il n'a rien dit. Puis, il a posé tranquillement sa valise. « Eh bien, a-t-il dit, c'est fâcheux. » J'ai ri. Non pas parce que c'était drôle. C'était un de ces rires qui sortent quand votre cerveau ne peut pas traiter ce qui se passe. « Fâcheux » ai-je demandé. Ils s'embrassent. Je vois ça. Grégoire m'a dit qu'il était à Lyon. Je sais. Chloé a menti aussi. J'avais compris. Je l'ai regardé. Pourquoi es-tu si calme? Romain a ramassé sa valise. Parce que l'un de nous deux doit l'être. Je voulais marcher vers eux. Je voulais crier. Je voulais leur jeter mon café ruiné à tous les deux. Au lieu de cela, Romain m'a doucement éloigné. Viens. Quoi? Allons nous asseoir. Non, Léa. Je veux des réponses. Et tu les auras. Je détestais le fait qu'il avait probablement raison. Nous avons fini dans un petit restaurant à l'intérieur du terminal. J'ai à peine touché le thé glacé que la serveuse m'a apporté. Mes mains ne cessaient de trembler. Romain a écouté pendant que je parlais et parlais. Je lui ai tout raconté sur ma rencontre avec Grégoire lors d'une collecte de fonds caritative, sur nos fiançailles, sur le mariage prévu dans 6 semaines, sur Chloé qui m'aidait à choisir une robe, sur à quel point j'avais été excité. Les mots n'arrêtaient pas de sortir. Finalement, je n'avais plus rien à dire. Romain est resté assis en silence un moment. Puis il a posé une question inattendue. Grégoire a-t-il accès à tes comptes bancaires? Quoi? Tes finances. J'ai cligné des yeux. Un peu. C'est-à-dire, un peu? Il connaît certains mots de passe. Romain s'est adossé. Est-ce que Chloé les connaît aussi? Je ne pense pas. Tu ne penses pas, ou tu sais qu'elle ne les connaît pas? Je l'ai dévisagé. Les questions semblaient étranges. Qu'est-ce que ça peut faire? Son expression n'a pas changé. Ça a de l'importance. J'ai regardé par la fenêtre du restaurant. Grégoire et Chloé étaient partis. D'une manière ou d'une autre, ça faisait encore plus mal. J'avais imaginé les confronter. Maintenant,
même cette opportunité avait disparu. Romain, dis-je doucement. Je ne comprends pas. Quoi? Comment ont-ils pu faire ça? Mon frère a soupiré. Pour la première fois de l'après-midi, il avait l'air fatigué. Les gens mentent pour de nombreuses raisons. Je l'aimais. Je sais. Et Chloé, je ne pouvais pas finir la phrase. 22 ans. C'était le temps que Chloé avait passé dans ma vie. Elle avait été à mes côtés après mon divorce. Elle avait apporté des petits plats quand maman est décédée. Elle m'avait aidé à peindre mon salon. Maintenant, chaque souvenir semblait contaminé. Romain a regardé sa montre. Puis il a posé une autre question étrange. Est-ce que Grégoire t'a déjà demandé d'investir dans quelque chose? J'ai froncé les sourcils. En fait, oui. Quel genre d'investissement? Une start-up dans les transports. Romain a hoché la tête lentement. Lui as-tu donné de l'argent? Non. Est-ce que Chloé t'a encouragé à le faire? Mon estomac s'est noué. Un souvenir a refait surface. Un dîner 3 mois plus tôt. Chloé me disant nonchalamment que Grégoire avait une excellente opportunité d'affaires. À l'époque, ça semblait anodin. Maintenant, je n'en étais plus si sûr. À quoi penses-tu? Ai-je demandé. Romain a croisé les mains. Rien pour l'instant, Romain. Rien que je puisse prouver. Cette réponse ne m'a pas aidé. Le trajet de retour à ma maison semblait plus long que d'habitude. Le soleil de fin d'après-midi commençait à décliner sur la région parisienne. Le trafic était fluide sur l'autoroute A1. Je suis restée silencieuse la plupart du chemin. Grégoire m'a envoyé un texto pendant que nous roulions. Atterrissage à Lyon maintenant. Tu me manques déjà. J'ai fixé le message. Puis un autre est arrivé. Hâte de te voir dimanche. Mon estomac s'est tordu. Les mensonges continuaient d'affluer. J'ai tendu mon téléphone à Romain. Il a lu les messages. Puis il me l'a rendu. Intéressant. C'est tout ce que tu as à dire? Pour l'instant. Nous nous sommes garés dans mon allée juste avant 18 heures. Aucun de nous n'est sorti immédiatement. J'ai regardé ma maison. Les parterres de fleurs, la balancelle sur le porche, les décorations de mariage empilées dans le garage. Tout semblait normal. Ma vie semblait normale, mais elle ne l'était plus. Je me suis finalement tourné vers mon frère. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Romain est resté assis en silence. Puis il a posé une main sur mon épaule. Sa voix est devenue froide d'une manière que j'avais rarement entendue. Petite sœur, ne pleure pas. Je l'ai regardé. Il a continué, demain, ils auront tout perdu. Pour la première fois de la journée, je ne savais pas si je devais me sentir réconfortée ou inquiète. Car lorsque Romain Lambert parlait comme ça, il pensait généralement exactement ce qu'il disait. Le lendemain matin, je me suis réveillé en espérant que la veille n'avait été qu'une hallucination due au stress. Ce n'était pas le cas. La première chose que j'ai vue, c'est le message de Grégoire. Bonjour, ma belle. Réunion à Lyon toute la journée. Je t'appelle ce soir. J'ai fixé l'écran pendant plusieurs secondes. Puis j'ai ri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que si je ne riais pas, je risquais de pleurer à nouveau. L'odeur du café montait de l'étage. Romain était déjà levé. Ce n'était pas surprenant. Mon frère avait passé 35 ans à bâtir une entreprise de transport. Cet homme considérait le fait de dormir après 6 heures du matin comme un délit. Je suis entré dans la cuisine, vêtu d'un vieux sweatshirt de la Sorbonne. Romain était assis à table avec un bloc-notes, ses lunettes de lecture et 3 dossiers différents étalés devant lui. Bonjour, dit-il. Pourquoi as-tu des dossiers? J'ai examiné certaines choses. Je me suis arrêté. Quelle chose? Il a montré une chaise. Assieds-toi. Ce mot m'a immédiatement irrité. Ne me dis pas de m'asseoir. Léa, quoi? Assieds-toi. Je me suis assise. Principalement parce que j'étais trop fatigué pour discuter. Romain a fait glisser un dossier sur la table. Regarde ça. À l'intérieur se trouvaient des copies de relevés de cartes de crédit. Au début, je n'ai pas compris.
Puis j'ai remarqué plusieurs frais. Une bijouterie, un hôtel de luxe, un restaurant du centre-ville. Aucun ne me semblait familier. Qu'est-ce que c'est? Dis-le-moi. J'ai étudié les dates. Le débit de l'hôtel avait eu lieu pendant une semaine où Grégoire était censé assister à une conférence à Bordeaux. L'achat de bijoux avait eu lieu le même week-end où Chloé prétendait rendre visite à sa famille. Une sensation de froid s'est installée dans mon estomac. Oh. Romain a hoché la tête. Exactement. J'ai continué à tourner les pages. Plus j'examinais, pire c'était. Petits achats, gros achats, week-end, factures de restaurant, tous liés par une seule chose, ma carte de crédit. Pas directement la mienne. Une des cartes que Grégoire utilisait occasionnellement pour les achats liés au mariage, un privilège que je lui avais accordé en toute confiance. Apparemment, cette confiance était devenue coûteuse. Combien, ai-je demandé doucement. Romain a ajusté ses lunettes. Environ 12 000 euros. 12 000 euros sur 18 mois. Je me suis adossé. Pendant plusieurs secondes, je n'ai pas pu parler. Ce n'était pas seulement l'argent. C'était ce que l'argent représentait. Chaque débit était un mensonge. Chaque reçu racontait une histoire dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. Le pire dans tout ça. Certaines dates coïncidaient avec des moments dont je me souvenais clairement. Des anniversaires, des réunions de famille, des jours où Grégoire m'avait souri et agi de manière tout à fait normale. Comment quelqu'un peut-il faire ça, ai-je murmuré. Romain a regardé par la fenêtre. L'entraînement. Cette réponse m'a frappé plus durement que prévu. Parce qu'il avait raison. Personne ne devient aussi bon menteur du jour au lendemain. À midi, nous avions rassemblé suffisamment de preuves pour confirmer que l'affaire n'était pas nouvelle. Elle durait probablement depuis plus d'un an, peut-être plus. Je voulais me venger. Immédiatement, je voulais tout publier en ligne. Je voulais appeler chaque invité au mariage. Je voulais conduire directement à l'appartement de Grégoire et jeter ses affaires sur le parking. Romain m'a dissuadé de faire tout ça. Pas encore. Pourquoi? Parce que les gens en colère font des erreurs. Je suis en colère. Je sais. Alors laisse-moi être en colère. Tu peux être en colère. Il a pointé les dossiers. Mais ne sois pas imprudente. Cet après-midi-là, Grégoire a appelé. J'ai failli ne pas répondre. Failli. Salut, ma chérie. Sa voix semblait tout à fait normale. Je détestais ça. Salut. Tout va bien? Pourquoi ça n'irait pas? Une brève pause. Je prenais juste des nouvelles. Je suis allé dans le jardin pour que Romain n'entende pas la conversation. Du moins, c'est l'excuse que je me suis donnée. La vérité était plus laide. Une partie de moi voulait toujours que Grégoire s'explique. Une partie de moi voulait toujours une réponse raisonnable. N'est-ce pas ridicule? Une femme de 57 ans debout dans son jardin espérant que la réalité n'était pas réelle. Grégoire a parlé de fausses réunions, de faux clients, de faux plans de voyage, mensonge après mensonge. Et d'une manière ou d'une autre, il semblait détendu, confiant, à l'aise. Cela m'a fait peur, car les gens honnêtes s'inquiètent généralement de se faire prendre. Les menteurs s'inquiètent de devenir paresseux. Quand l'appel s'est terminé, je suis resté assise sur la balancelle du Porsche pendant un long moment. Les faire-part de mariage avaient déjà été envoyés. 142 invités, acompte versé, traiteur réservé, lieu réservé, fleurs commandées. Mon avenir était devenu un tableau de dépenses non remboursables. Je me suis senti soudainement épuisé. Peut-être que Romain avait tort. Peut-être que la vengeance n'en valait pas la peine. Peut-être que je devrais simplement tout annuler et disparaître. Une rupture nette. Pas de drame. Pas de confrontation. Juste partir. Ce soir-là, je lui ai fait part de ses pensées. Nous mangions un repas à emporter d'un restaurant chinois du quartier. Je pourrais tourner la page. Romain a posé sa fourchette. Tu pourrais. C'est peut-être plus intelligent. Peut-être. Son calme me rendait folle. Qu'en penses-tu? Je pense que tu essaies d'éviter la douleur. Bien sûr que oui.
Une douleur évitée devient généralement une douleur différée. Je détestais cette réponse parce qu'elle sonnait juste. 3 jours plus tard, les choses ont empiré. Beaucoup plus. Romain avait décidé d'apprendre à capturer plus efficacement les relevés téléphoniques et les captures d'écran. Malheureusement, la technologie et Romain n'avaient jamais été de grands amis. L'homme imprimait encore ses emails, de vrais emails sur papier. Un après-midi, je l'ai entendu crier depuis la chambre d'amis. Eh bien, ce n'est pas bon. Je suis entré. Qu'est-ce qui s'est passé? Romain avait l'air coupable, ce qui était inhabituel. Quoi? Il a enlevé ses lunettes. J'ai peut-être envoyé quelque chose par accident. Mon cœur s'est arrêté. Envoyer quoi? Une capture d'écran. À qui? Une pause. Puis, à Grégoire. Je l'ai dévisagé. Tu as envoyé des preuves à Grégoire par accident. Comment? C'était censé m'être destiné. Comment peux-tu envoyer quelque chose à la mauvaise personne par accident? Romain semblait sincèrement embarrassé. J'ai cliqué sur le mauvais nom. Je me suis couvert le visage. Pour la première fois depuis des jours, j'ai presque ri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que la situation était absurde. Un millionnaire de 63 ans avait failli détruire tout notre plan parce qu'il ne savait pas se servir de son téléphone. 20 minutes plus tard, Grégoire a appelé. Mon estomac s'est immédiatement noué. Sa voix était différente cette fois. Prudente, alerte. Tout va bien par chez toi. Pourquoi? J'ai reçu une capture d'écran étrange. J'ai regardé Romain. Il mimait silencieusement des excuses de l'autre côté de la pièce. Quelle capture d'écran? Laisse tomber. Trop tard. Il savait quelque chose. Pas tout, mais quelque chose. Après la fin de l'appel, la panique a envahi la maison. Peut-être que Grégoire effacerait les preuves. Peut-être qu'il disparaîtrait. Peut-être que nous avions déjà perdu notre chance. Pendant les jours qui ont suivi, la tension me suivait partout. À l'épicerie, à l'église, à la maison. Les questions sur le mariage continuaient d'affluer. Les amis voulaient des nouvelles. Les membres de la famille voulaient des plannings. Les gens posaient des questions sur les plans de lune de miel. Chaque conversation me donnait l'impression de marcher sur du verre brisé. Puis une autre surprise est arrivée. Un soir, Chloé est passée à l'improviste. Elle s'est juste présentée à ma porte d'entrée avec une bouteille de vin. Comme si de rien n'était, comme si je ne l'avais pas vue embrasser mon fiancé. J'ai souri. Elle a souri et pendant 30 minutes insupportables, nous nous sommes assises dans mon salon en faisant semblant d'être amis. Je pensais que ce serait la partie la plus difficile. J'avais tort, car plus tard dans la nuit, après le départ de Chloé, Romain a découvert quelque chose enfoui dans les dossiers financiers de Grégoire, quelque chose auquel aucun de nous ne s'attendait. Au début, je ne comprenais pas pourquoi Romain était devenu silencieux. Il a fixé un document pendant près d'une minute entière. Puis il a lentement retiré ses lunettes. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. Il m'a regardé. Son expression avait complètement changé. La liaison ne semblait plus importante. Pas comparé à ça. Léa, dit-il prudemment. Je pense que Grégoire a fait quelque chose de bien plus grave. Mon estomac est tombé. Quoi? Romain a fait glisser les papiers sur la table. J'ai baissé les yeux. Plusieurs noms familiers sont apparus. Des voisins, des amis, des gens de l'église, des personnes invitées à mon mariage. À côté de chaque nom se trouvait un montant en euros. 10 000, 25 000, 15 000, 30 000. J'ai regardé mon frère. Aucun de nous n'a parlé pendant plusieurs secondes. Finalement, il a prononcé les mots qui ont tout changé. La liaison n'est pas la véritable histoire. La liaison n'est pas la véritable histoire. J'ai dû lire ce tableur 10 fois. Les noms n'ont pas changé. Les chiffres n'ont pas changé. Rien n'a changé, sauf ma compréhension de l'homme que j'avais prévu d'épouser. Le lendemain matin, Romain et moi étions assis à ma table de cuisine avec du café frais et une pile croissante de documents. Dehors, une tondeuse à gazon vrombissait quelque part dans la rue. Un camion de livraison est passé. Tout semblait normal. Pendant ce temps,
ma vie s'effondrait tranquillement. Reprends depuis le début, ai-je dit. Romain a ajusté ses lunettes. Grégoire a collecté de l'argent auprès des gens. Pourquoi? Une opportunité d'investissement. Je me suis immédiatement souvenu de la start-up de transport, celle que Grégoire mentionnait occasionnellement, celle que Chloé m'avait encouragé à soutenir. À l'époque, cela semblait inoffensif. Maintenant, cela semblait dangereux. Est-ce que c'est réel? Romain m'a regardé droit dans les yeux. Non. Le mot a atterri comme une brique. Je l'ai dévisagé. Que veux-tu dire, non? Je veux dire qu'il n'y a pas d'entreprise. Pas d'activité? Non. Pas d'investisseurs? Les investisseurs sont réels. J'ai baissé les yeux sur les documents. La liste comprenait des noms que je connaissais bien. Georges Perrin, Hélène Guitry, Samuel Dubois, des gens que je connaissais depuis des années. Certains étaient à la retraite, d'autres étaient veufs, certains vivaient avec des revenus fixes. Tous faisaient confiance à Grégoire parce qu'il me faisait confiance. Et soudain, cette prise de conscience m'a fait plus mal que la liaison. Beaucoup plus. Je n'étais pas seulement une victime. J'avais involontairement aidé à créer d'autres victimes. Un nœud s'est formé dans mon estomac. Combien d'argent? Romain a expiré lentement. D'après ce que j'ai trouvé jusqu'à présent, entre 600 000 et 800 000 euros. J'ai failli laisser tomber ma tasse de café. Quoi? Je sais. 800 000 euros, peut-être plus. La pièce semblait plus petite. Les murs semblaient se rapprocher. Ce n'était pas de la tromperie. Ce n'était pas un drame de mariage. C'était criminel. Vraiment criminel. Le genre qui ruine des vies. Je me suis levé et je suis allé à l'évier. Mes mains ne tenaient pas en place. Dis-moi que ce n'est pas réel. J'aimerais pouvoir le faire. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine. Le chien du voisin poursuivait un écureuil sur une clôture de jardin. La vie ordinaire continuait. La mienne ne semblait plus ordinaire. Loin de là. Plus tard dans l'après-midi, Romain a passé plusieurs appels téléphoniques. La plupart étaient à des contacts professionnels. Quelques-uns à des avocats. Le soir, nous en savions encore plus. La fausse entreprise n'existait que sur le papier. Un site web d'aspect professionnel avait été créé. Des supports marketing avaient été imprimés. Des diapositives de présentation avaient été montrées à des investisseurs potentiels. Tout semblait légitime. Rien n'existait réellement. C'était de la poudre aux yeux. Et Chloé n'était pas simplement au courant. Elle aidait, activement. Cette découverte m'a blessé d'une manière différente. Si Grégoire l'avait manipulée, j'aurais peut-être pu comprendre. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Elle recrutait des gens, les invitait à des dîners, les présentait à Grégoire, les encourageait à investir. L'une des victimes s'est immédiatement démarquée. Un homme nommé Victor Renaud. Victor avait 72 ans, un vétéran de l'armée de terre à la retraite. Sa femme était décédée 3 ans plus tôt. Il avait investi près de 60 000 euros, une partie de son épargne retraite. Je me souvenais de lui. Il allait régulièrement à l'église. Il portait toujours des bretelles, s'asseyait toujours près du fond, et me demandait toujours des nouvelles de mon mariage chaque fois qu'il me voyait. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Vers 2 heures du matin, je suis descendu. La maison était sombre, à l'exception d'une lumière. Romain était réveillé. Bien sûr qu'il l'était. Il était assis à la table de la salle à manger, examinant à nouveau les documents. Tu devrais dormir. Toi aussi. C'est juste. Je me suis assise en face de lui. Pendant plusieurs minutes, aucun de nous n'a parlé. Finalement, j'ai brisé le silence. Et si c'était en partie ma faute? Romain a immédiatement secoué la tête. Non. Ils lui ont fait confiance à cause de moi. Ce n'est pas la même chose. Peut-être pas, Léa. J'ai levé les yeux. Tu n'as volé personne. Sa voix est restée calme. Si. Je voulais le croire. Une partie de moi le croyait. Une autre non. La culpabilité n'est pas logique.
Elle se soucie rarement des faits. Au cours de la semaine suivante, Grégoire est devenu presque insupportable. Non pas parce qu'il agissait de manière suspecte, mais parce qu'il agissait de manière aimante. Il appelait constamment, envoyait des fleurs, parlait des plans de mariage, posait des questions sur les destinations de lune de miel. La performance était impeccable. Un après-midi, il est arrivé à l'improviste avec le déjeuner. J'ai failli paniquer en voyant son camion se garer dans mon allée. Romain était dans la maison. Les documents étaient partout. Nous avons à peine réussi à tout cacher avant que Grégoire n'atteigne la porte d'entrée. Quand je l'ai ouverte, il a souri. Le même sourire que j'avais autrefois aimé. Surprise. Je me suis forcé à sourire en retour. Salut. Il est entré. Pendant près de 2 heures, nous nous sommes assis ensemble, mangeant des sandwichs de chez Paul, parlant des centres de table, du plan de table, de la musique. Chaque mot semblait surréaliste. Pendant tout ce temps, je savais qu'il mentait. Pendant tout ce temps, il croyait que je ne savais rien. Plusieurs fois, j'ai failli le démasquer. Plusieurs fois, j'ai failli tout arrêter sur le champ. Mais je ne l'ai pas fait, car chaque jour, Romain découvrait plus de preuves. Et chaque jour, une autre victime apparaissait. Un après-midi, nous avons rencontré Victor, le vétéran à la retraite, en privé. Nous nous sommes assis dans un petit café en dehors de Paris. Victor portait ses bretelles habituelles. La serveuse appelait tout le monde « mon petit ». Le café était exécrable. Aucun de nous ne s'en souciait. Quand Romain a expliqué ce que nous avions découvert, Victor n'a pas parlé pendant un long moment. Il a simplement fixé la table. Finalement, il a hoché la tête. Je me doutais que quelque chose n'allait pas. Sa voix semblait plus vieille que dans mon souvenir. « Combien avez-vous perdu » demanda doucement Romain. Victor avait l'air embarrassé. 62 000 euros. Le chiffre m'a frappé durement. 62 000 euros. Des années d'épargne. Des années de planification envolée. Parce qu'il avait fait confiance aux mauvaises personnes. En quittant le café, je me suis assise dans ma voiture et j'ai pleuré. Pas pour Grégoire, pas pour Chloé, mais pour Victor, pour tous les autres, pour toutes les personnes qui finiraient par apprendre la vérité. C'est à ce moment-là que tout a changé. Avant cela, la vengeance semblait personnelle. Après cela, elle est devenue nécessaire. Pas pour moi, pour eux. Quelques jours plus tard, Grégoire a annoncé quelque chose pendant le dîner. Quelque chose qui m'a donné la chair de poule. J'ai réfléchi, à quoi? Après le mariage, je devrais peut-être emménager définitivement chez toi. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Ma maison? Pourquoi pas? Il a ri. Nous serons mariés. La confiance dans sa voix était stupéfiante. Comme si ma maison lui appartenait déjà. Comme si mon avenir lui appartenait. Comme si tout ce pourquoi j'avais travaillé attendait son arrivée. Ce soir-là, après le départ de Grégoire, j'ai raconté ce qui s'était passé à Romain. Mon frère a simplement secoué la tête. Il pense qu'il a gagné. Je me suis assise en face de lui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Romain a fait glisser un nouveau dossier sur la table. Le dossier était épais, très épais. Preuves, relevés bancaires, email, contrat, message texte, photographie, tout. Je l'ai fixé, puis lui. Qu'est-ce que tu prévois exactement? Romain s'est adossé. Son expression est restée calme, presque trop calme. Nous les dénonçons. Comment? Publiquement. Le mot m'a immédiatement terrifié. J'ai imaginé les membres de ma famille, mes amis, les membres de l'église, les invités du mariage, tout le monde apprenant la vérité en même temps. Tout le monde me regardant. Tout le monde chuchotant. Je ne sais pas si je peux faire ça. Romain a hoché la tête. Je comprends. Non, tu ne comprends pas. Ses yeux se sont adoucis. En fait, si. Le silence a rempli la pièce. Finalement, il a repris la parole. Si nous nous taisons, d'autres personnes seront blessées. J'ai baissé les yeux sur le dossier, sur le nom de Victor, sur les autres. Et pour la première fois, j'ai réalisé que ma honte n'était plus le problème principal. Loin de là.
Le week-end de la répétition du mariage n'était plus qu'à quelques jours. Et que je sois prête ou non, la vérité était sur le point d'entrer dans la pièce. Le week-end de la répétition du mariage est arrivé un vendredi soir chaud de fin septembre. À ce moment-là, j'avais l'impression de vivre deux vies distinctes. Dans une vie, j'étais une mariée se préparant à se marier. Dans l'autre, je rassemblais des preuves contre l'homme qui se tenait à mes côtés. Le lieu était une salle de bal d'hôtel dans le centre de Paris. Rien d'extravagant, juste assez élégant pour un second mariage plus tard dans la vie. Le genre d'endroit où les gens commandent du poulet ou du saumon des mois à l'avance et se disputent poliment sur les plans de table. À 17h, les invités commençaient déjà à arriver. Les membres de la famille se serraient dans les bras. Les amis prenaient des photos. Le barman s'installait. Du jazz doux jouait à travers les haut-parleurs du plafond. Tout semblait exactement comme il se devait. D'une certaine manière, cela rendait les choses pires. Je me tenais près de l'entrée, saluant les gens tout en essayant de ne pas penser à ce qui allait arriver. Grégoire avait l'air complètement détendu. Il se déplaçait dans la pièce, serrant des mains et souriant. Mon futur mari. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Mon frère est arrivé peu après. Costume bleu marine, chaussures cirées, expression calme. La même expression qu'il avait à l'aéroport. La même expression qu'il avait en découvrant chaque vilain secret. En s'approchant de moi, il a demandé tranquillement, « Ça va ?» Non. Bien. J'ai cligné des yeux. Bien. Les gens qui ne sont pas nerveux avant quelque chose d'important ne font généralement pas attention. J'ai secoué la tête. Ça ne m'aide pas. Ce n'était pas le but. Typique de Romain. Même là, il a réussi à me faire sourire pendant environ 3 secondes. Puis j'ai vu Chloé entrer dans la salle de bal. Elle portait une robe bleue, tenait un sac cadeau, souriant comme si elle était à sa place, comme si elle n'avait pas passé la dernière année à aider à détruire des vies. Pendant un bref instant, j'ai failli perdre le contrôle. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Mes mains sont devenues froides. J'ai envisagé de m'approcher et de la confronter sur le champ. Au lieu de cela, je me suis détourné. Non pas parce qu'elle méritait de la gentillesse, mais parce que je voulais que la vérité parle d'elle-même. Vers 18h, le dîner de répétition a officiellement commencé. Les invités ont trouvé leur table. Les serveurs ont apporté des salades. Les conversations ont rempli la pièce. Ma cousine Nathalie racontait la même histoire qu'elle racontait à chaque réunion de famille depuis 1998. Quelqu'un a ri trop fort. Quelqu'un d'autre s'est plaint du stationnement. La vie normale, des gens normaux. Aucun d'eux ne savait ce qui allait se passer. Grégoire s'est levé et a tapoté une cuillère contre son verre. La pièce s'est tue. Je veux juste remercier tout le monde d'être ici. Des applaudissements ont suivi. Je le regardais parler, confiant, à l'aise, charmant. Les mêmes qualités qui avaient trompé tant de gens, y compris moi, surtout moi. Quand il a fini, tout le monde a applaudi à nouveau. Puis il s'est penché et m'a embrassé sur la joue. La salle a souri. Je voulais disparaître. 1 heure plus tard, le dessert est arrivé. Le café a suivi. Et c'est à ce moment-là que Romain s'est levé. La salle l'a immédiatement remarqué, en partie parce qu'il était mon frère, en partie parce qu'il avait aidé à payer plusieurs dépenses du mariage. La plupart des invités le connaissaient. Beaucoup le respectaient. Romain a pris un micro. J'aimerais dire quelques mots. Les gens ont souri. Quelques-uns ont applaudi. Grégoire avait l'air satisfait. Il s'attendait probablement à un toast familial chaleureux. Au lieu de cela, Romain s'est tourné vers un employé de l'hôtel près de l'écran du projecteur. L'employé a hoché la tête, et soudain, l'écran géant derrière nous s'est allumé. Au début, personne ne comprenait ce qu'il voyait. Puis la première photographie est apparue. L'aéroport. Grégoire, Chloé, s'embrassant. La salle est devenue silencieuse. Pas calme. Silencieuse. Le genre de silence qui pèse. Grégoire s'est figé. Le visage de Chloé a immédiatement perdu sa couleur. Je les ai regardés tous les deux réaliser que quelque chose n'allait pas. Très mal. Qu'est-ce que c'est ? A demandé Grégoire. Romain l'a ignoré.
Une autre photographie est apparue. Puis une autre. Puis une autre. Reçu d'hôtel. Relevé de voyage, relevé de carte de crédit, message texte. Les preuves défilaient sur l'écran, une par une. Des halètements ont résonné dans la salle de bal. Quelqu'un a laissé tomber une fourchette. Quelqu'un a murmuré « Oh mon Dieu !» Grégoire s'est levé. C'est ridicule. Romain est resté calme. Asseyez-vous. Je ne m'assois pas. Alors restez debout. La salle était maintenant complètement concentrée. Toutes les conversations s'étaient arrêtées. Tous les yeux regardaient. Grégoire m'a regardé, puis Romain, puis de nouveau l'écran. La confiance qui le rendait autrefois attirant se transformait rapidement en panique, et nous ne faisions que commencer. Romain a cliqué sur la diapositive suivante. Cette fois, ce n'était pas une photographie. C'était un tableur. Nom, montant en euros, dossier d'investissement. Les gens ont immédiatement reconnu leurs propres informations. La salle a éclaté. Les questions ont commencé à fuser de partout. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi mon nom est-il là? Que se passe-t-il? Victor Renaud s'est lentement levé d'une des tables du fond. Le vétéran à la retraite a regardé Grégoire droit dans les yeux. Vous m'avez dit que mon argent était en sécurité. Grégoire a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Victor a continué. Vous m'avez regardé dans les yeux. La salle est devenue encore plus silencieuse. Un par un, d'autres victimes se sont levées. Une veuve, une enseignante à la retraite, un ancien pompier. Des gens que je connaissais depuis des années. Des gens qui avaient fait confiance à Grégoire et Chloé. La pression est devenue insupportable. Chloé a finalement craqué. Ce n'était pas mon idée. Grégoire s'est tourné vers elle. Quoi? C'est toi qui as commencé. Moi, j'ai commencé? Oui. Pour la première fois de la soirée, j'ai vu une peur sincère chez eux deux, car leur partenariat s'effondrait en direct devant tout le monde. Grégoire a pointé Chloé du doigt. Tu as recruté des gens. Tu as pris l'argent. Tu savais tout. Toi aussi. La dispute s'est rapidement envenimée. Aucun d'eux ne réalisait qu'il confessait la moitié de l'affaire pour nous. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. La mère de Grégoire s'est levée. La femme avait 78 ans, un M50 tout au plus, et était absolument furieuse. Elle a pointé son fils du doigt. Grégoire Martin. Toute la salle de bal s'est tournée. Même Grégoire semblait surpris. Sa mère a marché vers lui. Je ne t'ai pas élevé pour que tu te comportes comme ça. Maman, ne me maman pas. Plusieurs personnes ont eu le souffle coupé. D'autres ont essayé sans succès de ne pas rire. Elle n'avait pas fini. Tu as couvert cette famille de honte. Maman, s'il te plaît. Non. La femme s'est tournée vers Chloé. Et toi aussi, tu devrais avoir honte. À ce moment-là, même Romain avait l'air surpris. La pièce s'était transformée, passant du chagrin à quelque chose de presque incroyable. Puis les portes de l'hôtel se sont ouvertes. Deux enquêteurs sont entrés. Pas de manière dramatique, pas comme dans un film, juste professionnel, silencieux, préparé. Les avocats que Romain avait contactés jours plus tôt avaient déjà transmis les preuves aux autorités compétentes. Les enquêteurs se sont approchés de Grégoire, puis de Chloé. Les expressions sur leurs visages ont immédiatement changé. La réalité était enfin arrivée. Plus d'excuses, plus de mensonges, plus de faux-semblants. Grégoire m'a regardé. Pendant un instant, il a semblé attendre de la sympathie, du pardon ou quelque chose. Au lieu de cela, je me suis levé, je me suis approché de lui et j'ai parlé calmement. Tu ne m'as pas seulement trahi. La salle écoutait. Tu as trahi tous ceux qui t'ont fait confiance. Ses épaules sont tombées. Le combat semblait l'avoir quitté d'un coup. Pour la première fois, il avait l'air exactement de ce qu'il était. Un homme pris dans les conséquences de ses propres choix. Les enquêteurs ont commencé à lui parler. Chloé s'est assise et a couvert son visage. Autour de la pièce, les gens assimilaient lentement tout ce qu'ils avaient appris. Certains pleuraient, d'autres avaient l'air en colère,
d'autres semblaient simplement épuisés. Je comprenais tout ça parce que je ressentais la même chose. Alors que le chaos continuait autour de nous, Romain s'est approché tranquillement. Aucun de nous n'a parlé immédiatement. Finalement, j'ai demandé, c'est fini? Il a regardé autour de la salle de bal. Les victimes, Grégoire, Chloé, la vérité, enfin révélée au grand jour. Puis il a hoché la tête. Ça a commencé 6 mois plus tard. J'étais dans la file d'attente d'un supermarché Carrefour quand j'ai réalisé quelque chose de surprenant. Je n'avais pas pensé à Grégoire de toute la journée. Pendant un instant, je suis resté là, tenant une miche de pain et une boîte d'œufs, laissant cette prise de conscience s'installer. Après tout ce qui s'était passé, cela semblait étrangement significatif. Non pas parce que j'avais oublié. Je n'oublierai jamais. Mais parce que Grégoire n'était plus le centre de mon histoire. Pendant longtemps, il l'avait été. La trahison, les mensonges, l'humiliation, le mariage qui n'a jamais eu lieu. La vie que je pensais construire. Pendant des mois, ces choses ont occupé chaque recoin de mon esprit. Maintenant, debout sous les néons d'une caisse de supermarché, je me sentais enfin libre. La guérison n'arrive pas d'un seul coup. Du moins, pas pour moi. Elle s'est manifestée par petits moments, comme rire devant une publicité télévisée, dormir toute la nuit, passer un après-midi entier sans rejouer de vieilles conversations, faire à nouveau confiance à mon propre jugement. Ces choses comptaient plus que je ne l'aurais cru. Beaucoup de choses s'étaient passées depuis le dîner de répétition. Le processus judiciaire avançait lentement, bien plus lentement que ne le laisseraient croire les séries télévisées. Il y a eu des réunions, des dépositions, de la paperasse, une paperasse sans fin. Grégoire a finalement fait face à de multiples accusations liées à la fraude. Plusieurs victimes ont récupéré une partie de leur argent grâce aux procédures judiciaires et aux saisies d'actifs. Pas la totalité, mais assez pour apporter un certain soulagement. Le juge n'a pas été particulièrement impressionné par les explications de Grégoire. Les enquêteurs non plus. Quant à Chloé, elle a évité les poursuites pénales après avoir coopéré avec les autorités et fourni des preuves supplémentaires. Cela ne signifiait pas que la vie était devenue facile pour elle. Loin de là. Les nouvelles voyagent vite dans des communautés comme la nôtre. Les gens se souvenaient, les membres de l'église se souvenaient, les voisins se souvenaient, les anciens amis se souvenaient. La confiance une fois brisée s'est avérée difficile à reconstruire. Je n'ai célébré rien de tout cela. Cela peut paraître étrange. Après tout, c'était censé être une histoire de vengeance. Et techniquement, ça l'était, mais à ce moment-là, j'avais appris quelque chose d'important. Regarder les gens faire face aux conséquences est très différent de regarder les gens souffrir. L'un apportait la paix, l'autre non. Romain l'avait compris avant moi. Quelques semaines après la dénonciation publique, je lui ai demandé s'il avait jamais eu pitié de Grégoire. Nous étions assis sur ma terrasse arrière. Les feuilles d'octobre couvraient la cour. Des matchs de football passaient doucement à la radio à proximité. Romain a pris une gorgée de café avant de répondre. J'ai pitié de la personne qu'il aurait pu être. Cette réponse m'est restée, car elle semblait juste. Grégoire n'avait pas ruiné sa vie en une seule soirée. Il l'avait fait une décision à la fois, un mensonge à la fois, un raccourci à la fois. Le dîner de répétition n'avait fait qu'exposer ce qui existait déjà. Pendant ce temps, j'avais des questions pratiques à régler. Les acomptes du mariage, les décorations, les cadeaux, la robe, la montagne de projets qui n'avaient soudain plus de but. Au début, je ne savais pas quoi faire de tout ça. La vue des articles de mariage me mettait en colère, puis triste, puis de nouveau en colère. Finalement, j'ai commencé à vendre ce que je pouvais. Les centres de table, les décorations, les fournitures d'événements non utilisées. Une quantité surprenante a trouvé preneur en ligne. L'argent n'a pas changé ma vie, mais il s'est accumulé. Au lieu de le garder, j'en ai donné la majeure partie à un fonds créé pour plusieurs victimes qui avaient encore des difficultés financières, en particulier Victor, le vétéran à la retraite. Quand je lui en ai parlé, il est devenu ému, bien plus que ce à quoi je m'attendais. « Vous ne me devez rien », a-t-il dit. Peut-être pas, mais aider me faisait plus de bien que de m'accrocher à l'amertume. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de construire quelque chose au lieu de nettoyer un désastre. La thérapie a aussi aidé. J'étais hésitante au début.
Les gens de ma génération ont parfois des idées étranges sur le fait de demander de l'aide. C'était certainement mon cas. Mais être assise en face d'un thérapeute m'a forcé à affronter des vérités inconfortables, pas seulement sur Grégoire, mais sur moi-même, sur la solitude, sur la confiance, sur la façon dont nous ignorons parfois les signaux d'alarme parce que nous voulons désespérément que quelque chose soit vrai. Ces conversations n'ont pas été faciles. Elles étaient nécessaires. La plus grande surprise de toutes a été ma relation avec Romain. Mon frère et moi avions toujours été proches. Mais la vie est bien remplie. Carrière, famille, responsabilité. Les mois peuvent devenir des années avant que vous ne réalisiez combien de temps a passé. Tout ce qui s'est passé nous a rapprochés. Pas à cause de la vengeance, mais à cause du soutien. Il a été là quand j'en avais le plus besoin. Pas de discours, pas de promesses dramatiques, juste une présence constante. Plus je vieillis, plus j'apprécie les gens qui restent simplement. Le printemps suivant, Romain et moi avons organisé un petit barbecue estival chez moi. Rien de sophistiqué. Hamburger, salade de pommes de terre, chaises de jardin, famille, amis, les gens qui sont restés, les gens qui comptaient. Des enfants couraient dans la cour. Des voisins sont passés. Quelqu'un a brûlé une fournée de saucisses. Quelqu'un d'autre s'est disputé sur les statistiques du football. La vie normale. Magnifiquement normale. À un moment donné, je me suis éloigné de la foule et je suis resté seul près de la clôture. Le soleil commençait à se coucher. La même balancelle était toujours suspendue là où elle l'avait toujours été. Les parterres de fleurs refleurissaient. Pendant un instant, j'ai pensé à la femme que j'avais été à l'aéroport. Le cœur brisé, humilié, certaine que son avenir avait été détruit. J'ai ressenti de la compassion pour elle, car elle ne pouvait pas voir ce qui allait arriver. Elle ne pouvait pas voir que perdre les mauvaises personnes crée parfois de l'espace pour les bonnes choses. Elle ne pouvait pas voir que la survie se transformerait finalement en force. Et elle ne pouvait certainement pas voir que la paix reviendrait. Mais elle est revenue. Pas immédiatement, pas facilement. Pourtant, elle est venue, petit à petit. S'il y a une chose que cette expérience m'a apprise, c'est que la trahison fait le plus mal lorsqu'elle vient de personnes à qui vous avez confié votre cœur. Mais finalement, la vérité a une façon de se révéler. Et quand elle le fait, la guérison peut enfin commencer.